Bonjour et bienvenue sur Europe Hebdo, votre revue de presse européenne hebdomadaire. Pour cette 10e semaine de 2025, la vie de l'Union revient sur la réunion de crise organisée à Londres pour soutenir l'Ukraine, sur le plan Réarmer l'Europe de la Commission, sur le plan de soutien aux industries automobiles et sidérurgiques, sur le rapport d'activité du bureau du procureur européen et la nouvelle baisse des taux par la BCE. Dans le club des 27, l'Allemagne change complètement de doctrine budgétaire, la Grèce donne des signes inquiétants concernant la liberté de la presse, l'Espagne transfère la gestion de l'immigration à la Catalogne et les services secrets baltes alertent sur la menace russe. Et chez nos chers voisins, l'Ukraine est de plus en plus délaissée par les États-Unis, la tension monte en Serbie et Milorad Dodik part à l'affrontement avec l'État bosnien. Passons sans plus attendre à la vie de l'Union. Diplomatie. À Londres, l'Europe veut afficher un soutien massif à l'Ukraine. Après l'échange houleux qu'il y avait eu à la Maison-Blanche, vendredi 28 février, les Européens avaient à cœur de réaffirmer leur soutien à l'Ukraine. Sous l'instigation de Keir Starmer, c'est à Londres que se déroulait ce nouveau sommet. 18 pays y étaient représentés, dont la Turquie. Samedi 1er mars, Keir Starmer a reçu seul Volodymyr Zelensky, puis le président ukrainien a été reçu à la résidence royale de Charles III à Sandringham. Dimanche 2 mars, l'objectif était d'aboutir à une unité dans le discours des Européens. La volonté était de montrer que le soutien militaire à l'Ukraine ne faiblirait pas et que l'Europe continue de faire son possible pour que l'Ukraine soit en position de force pour les négociations. Keir Starmer et Emmanuel Macron ont annoncé travailler de concert pour travailler un plan de paix qu'ils pourraient proposer à Donald Trump. Emmanuel Macron semble être allé un peu vite en besogne en dévoilant les contours d'un plan de paix avec arrêt des combats pendant un mois, en mer et dans les airs, vite démenti par Keir Starmer, son porte-parole indiquant que plusieurs options sont à l'étude. Le Premier ministre britannique a déclaré qu'il continuait de discuter avec Donald Trump afin de trouver une position de compromis. L'objectif commun est d'avoir des garanties solides et des engagements concrets de la Russie concernant la paix. La présidente de la Commission Ursula von der Leyen a déclaré que l'Europe devait urgemment se réarmer. Keir Starmer a indiqué vouloir mettre en place une coalition de bonne volonté pour défendre un accord de paix pour l'Ukraine. Une réunion qui n'a pas fait que des heureux pour plusieurs raisons. Déjà, la présence de simplement 18 chefs d'État et de gouvernement semble agacer certains pays qui ont compté dans l'aide à l'Ukraine puisqu'ils n'ont pas été invités. Mais aussi Viktor Orban, dans la droite ligne des déclarations du ministre des Affaires étrangères russe, Sergei Lavrov, a déclaré que ce n'était qu'une volonté de prolonger la guerre en Ukraine. Malgré le soutien de l'Europe à l'Ukraine, les États-Unis persistent et signent. Volodymyr Zelensky doit partir pour que les négociations continuent. Défense. La Commission propose le plan Réarmer l'Europe. Après ses déclarations lors du sommet à Londres, Ursula von der Leyen avait la volonté de communiquer ses propositions. Mardi 4 mars, 2 jours avant le Conseil européen sur les questions de défense, la présidente de la Commission a présenté son plan Réarmer l'Europe. Un plan qui consisterait à mobiliser 800 milliards d'euros de différentes manières pour que les 27 puissent accélérer dans leur autonomie stratégique dans le domaine de la défense. Tout d'abord, 150 milliards d'euros seraient empruntés par l'Union en lieu et place des 27 pour en réduire les intérêts portés par l'ensemble des États membres qui auraient pour objectif d'investir dans les moyens communs comme la défense antiaérienne et antimissiles européenne, l'achat de drones et de systèmes anti-drones. Pour les 650 milliards restants, la Commission mise sur de la flexibilité. Tout d'abord, comme ça a été mentionné plusieurs fois, la clause de sauvegarde du pacte de stabilité et de croissance serait le principal instrument en excluant les dépenses de défense des calculs des 3% de déficit annuel. Ensuite, l'exécutif européen entend réfléchir les fonds de cohésion, les fonds qui servent à réduire les disparités dans l'Union, vers la défense, mais aussi de modifier le mandat de la Banque européenne d'investissement
et potentiellement de mobiliser les financements privés avec une réflexion autour de l'épargne et des investissements. Autant de propositions discutées lors du sommet européen jeudi 6 mars. Au Parlement européen, le plan suscite des réactions diverses, tantôt saluées par les députés du PPE, tantôt critiquées par les sociodémocrates qui reprochent le fait que ça reposera sur des plans nationaux. Le sujet de la saisie des fonds gelés russes dans leur totalité a finalement été abandonné, puisque beaucoup craignent le signal que ça donnerait sur les marchés, d'autant plus que cela va à l'encontre du droit international et du droit européen. Aussi, Euroclear, le fonds qui détient les avoirs gelés russes, craignait un plan pour assassiner leurs dirigeants, comme on a pu apprendre l'an dernier qu'une tentative d'assassinat commanditée par la Russie a été déjouée. Elle visait le patron de Rheinmetall, Armin Paperger. Lors du sommet du 6 mars, les 27 se sont accordés sur l'ensemble des propositions de la Commission et aussi sur l'aide à l'Ukraine. Lors des discussions, la France a été approchée pour élargir son parapluie nucléaire au reste de l'UE, mais certains pays estiment qu'en parler est précipité tant qu'une rupture avec les États-Unis n'est pas formellement actée. Même si Donald Trump a laissé entendre que la légitime défense ne va plus de soi et que la petite musique du retrait des troupes américaines du territoire européen revient de plus en plus souvent. Seul bémol, lors du sommet, la Hongrie n'a pas signé la déclaration de soutien à l'Ukraine. La Slovaquie a finalement voté pour, après qu'on lui ait promis un meilleur accès au gaz, une promesse qui s'est étiolée après le vote de la déclaration. Volodymyr Zelensky était présent lors du sommet, au cours duquel il a rappelé la gratitude du peuple ukrainien concernant le soutien indéfectible de l'Union européenne. Comme convenu avant le sommet, les 27 se sont mis d'accord pour une aide de 30 milliards d'euros à l'Ukraine. Les 27 se donnent rendez-vous pour le prochain sommet du Conseil européen, les 20 et 21 mars, pour approfondir les discussions. Économie. Ursula von der Leyen vole au secours de l'industrie. C'était une des promesses de la boussole de compétitivité, redonner un peu d'air aux industries pour éviter une catastrophe industrielle, dans un contexte de concurrence mondiale acharnée. Dans un premier temps, Ursula von der Leyen a annoncé la mise en place d'un calendrier sur 3 ans pour que l'industrie automobile se conforme aux normes de l'Union européenne. Normalement, ces industries auraient dû rentrer dans la dernière phase pour se conformer aux exigences d'émissions de CO2 pour 2026. Les États membres avaient demandé à assouplir la règle. Voilà leur demande remplie avec un calendrier sur 3 ans qui devrait éviter des amendes massives aux industries automobiles déjà confrontées à un coût des matières premières et des énergies déjà très élevé. Cette proposition fait suite au dialogue stratégique sur l'avenir de l'industrie automobile européenne. Les objectifs sont les mêmes, mais la deadline est reculée de 2 ans. Un moyen de réaffirmer aussi que la fin des ventes de véhicules thermiques neufs restera fixée à 2035. Le plan d'action automobile, présenté le 5 mars, propose une stratégie autour des matières premières critiques avec une plateforme d'agrégation de l'offre et de la demande qui devrait permettre une mutualisation des investissements. Autre domaine, l'industrie sidérurgique. La Commission annonce que son plan sera dévoilé le 19 mars, mais donne déjà quelques pistes qu'elle va explorer. Ces annonces sont la conclusion d'un dialogue stratégique entre la Commission et les industries sidérurgiques. Ce plan vise à ce que l'acier vert soit viable dans un contexte de dumping mondial, notamment chinois, des barrières commerciales qui se lèvent et de la surproduction mondiale. L'enjeu des droits de douane états-uniens oblige à anticiper. L'acier canadien et chinois ne rentrera plus aux États-Unis et a des chances d'atterrir dans l'UE, ce qui amènerait des produits moins chers et moins propres venant d'ailleurs. L'Union envisage l'adoption de quotas basés sur les volumes moyens des années précédentes et si ce volume est dépassé, des frais de douane de 25% s'imposeraient. Le groupe d'intérêt de l'industrie sidérurgique Eurofer demande à ce que la règle soit plus souple et s'adapte aux conditions du marché. Parquet européen, une institution qui n'a pas les moyens de ses ambitions.
Le bureau du procureur européen est compétent pour les affaires de fraude à la TVA transnationale dans l'UE et dans les cas de mauvais usage des financements européens. Le bureau du procureur européen dispose de 24 procureurs détachés dans 25 des 27 États membres de l'UE. Dans son rapport d'activité pour 2024, le bureau déclare avoir eu 2666 enquêtes actives pour un préjudice total de 25 milliards d'euros. 1504 enquêtes ont été ouvertes en 2024. Les signalements et les plaintes ont bondi de 50% par rapport à 2023. Un tiers des fraudes concernent les financements européens comme la PAC ou les fonds de développement régionaux. Un peu plus d'un quart sont liés à des fraudes à la TVA. Pour sa troisième année d'activité, le bureau du procureur européen continue sa progression et accentue sa lutte contre les fraudes. Dans son rapport, le bureau parle de la découverte d'un continent de criminalité organisée et d'une fraude à la TVA à des niveaux industriels. Le bureau du procureur européen mentionne évidemment que sa lutte contre les fraudes serait plus efficace avec plus de moyens humains et financiers. Aussi, il faudrait étendre son champ de compétences, mais la justice reste chasse gardée des États et le vote pour changer cet état de fait nécessite l'unanimité, d'autant que certains pays ne coopèrent pas. La Slovaquie en est le meilleur exemple. Sa réforme pénale de l'an dernier et le démantèlement de la brigade spécialisée empêchent le procureur européen slovaque d'enquêter. Il a même fallu que la Commission européenne menace le gouvernement slovaque de voir ses fonds européens gelés pour que le procureur européen slovaque puisse continuer d'officier. Le gouvernement tente de justifier les coupes par, je cite, une efficacité de l'utilisation des fonds publics, mais c'est de notoriété publique que Robert Fico et son parti ont eu des liens sulfureux avec la mafia italienne. Banque centrale européenne. Nouvelle baisse des taux et incertitudes pour l'avenir. Jeudi 6 mars, la BCE a encore une fois annoncé une baisse des taux de 0,25 points pour atteindre les 2,5%. L'inflation continue de reculer et la Banque centrale continue d'inciter les Européens à contracter des prêts pour relancer l'économie. Une baisse qui se justifie par le recul de l'inflation, une première depuis 4 mois, avec une inflation qui passe de 2,5 à 2,4%, se rapprochant encore un peu plus de l'objectif des 2%. Même l'inflation sous-jacente, qui concerne les prix plus volatiles de l'alimentation et de l'énergie, recule de 0,1 point pour atteindre 2,6%. Christine Lagarde le concède, l'institution de Francfort navigue à vue. Dans le contexte international actuel, entre menaces de guerre commerciale et montée des tensions géopolitiques qui poussent à investir dans la défense, la BCE marche sur des œufs. La Banque centrale européenne veille et insiste sur le fait qu'il faudra être flexible et réactive. La baisse de l'inflation pourrait continuer assez régulièrement jusqu'à atteindre les 2%, même si le Conseil des gouverneurs se veut prudent et ne veut pas provoquer un redémarrage de l'inflation à cause d'une baisse de taux trop précipitée. Passons désormais au Club des 27. Allemagne. Revirement historique sur l'orthodoxie budgétaire. Dans le contexte des négociations avec le SPD, mais surtout des basculements successifs de la géopolitique, Friedrich Merz a annoncé un changement radical de paradigme. Étant donné que le manque latent d'investissement dans le domaine de la défense et des infrastructures était un des thèmes de campagne, mais aussi du dernier mandat, la CDU-CSU et le SPD ont discuté des moyens d'investir massivement. Friedrich Merz dégaine aussi son quoi qu'il en coûte. Les deux partis proposent deux fonds distincts, un pour la défense et l'autre pour l'investissement concernant les rénovations des infrastructures. L'ensemble des sommes devrait atteindre les 900 milliards d'euros, avec 400 milliards pour l'armée et 500 pour les infrastructures. Ces deux fonds seraient en dehors du budget fédéral, tout comme le plan de 100 milliards d'euros du gouvernement Scholz destiné à l'armée lors du précédent mandat. Il faudra nécessairement réformer le frein à l'endettement pour y parvenir, ce à quoi Friedrich Merz a consenti. La nouvelle grande coalition envisage aussi de permettre aux lenders de s'endetter.
Cependant, il y a un obstacle de taille. Il faut la majorité des 2 tiers. Dans l'Assemblée fraîchement élue, Die Linke s'est dit opposé à des investissements dans la défense et l'AfD veut purement et simplement la rigueur budgétaire. À eux deux, ils représentent la minorité de blocage. La CDU-CSU et le SPD cherchent à voir s'il est possible de passer par l'ancienne Assemblée, toujours en place jusqu'au 24 mars. Mais ils pourraient se heurter à la Cour constitutionnelle qui pourrait considérer que le vote des Allemands n'a pas été respecté. Les Verts, enthousiastes à l'idée de renforcer l'armée, ne veulent pas d'un fonds spécial, mais d'une structuration pérenne des financements dédiés à l'armée et aux infrastructures. La position de Friedrich Merz est fortement critiquée par les journaux de droite et d'extrême droite, qui déclarent qu'il avait fait toute sa campagne sur la bonne gestion des finances publiques et qu'il propose désormais de contracter de la dette avant même son entrée en fonction en tant que chancelier. À gauche, on lui reproche son entêtement à refuser la réforme du frein à l'endettement lorsqu'il était dans l'opposition, faisant perdre des années à l'Allemagne dans sa politique d'investissement. Il semblerait que le contexte international ait beaucoup influencé cette décision. Grèce, une sanction envers un média qui pose la question de l'état de droit. Le Conseil national grec pour la radio et la télévision, qui est le régulateur des médias en Grèce, a infligé une amende de 90 000 euros à la chaîne grand public Mega TV, accusant la chaîne d'avoir diffamé Grigoris Dimitriadis, ancien collaborateur et neveu du Premier ministre Kyriakos Mitsotakis. Une sanction surprenante puisque la diffamation relève des tribunaux et non d'un régulateur. La chaîne se défend en disant qu'elle n'avait pas ciblé Dimitriadis et n'avait aucune intention de le faire. Pour rappel, Dimitriadis était en lien direct avec les services d'espionnage, placés sous l'autorité directe du Premier ministre. Les services secrets grecs ont été épinglés pour avoir infecté les smartphones de journalistes et de personnalités d'opposition avec le logiciel espion Predator, provoquant la démission de Panayotis Kontoléon, le chef des renseignements, mais aussi et surtout de Dimitriadis. Depuis sa démission, Grigoris Dimitriadis multiplie les procédures bâillons à l'égard des journalistes en les attaquant pour diffamation. L'Union des journalistes des quotidiens d'Athènes dénonce le fait que le régulateur des médias grecs s'empare d'une affaire même pas encore étudiée par les tribunaux. La Commission européenne, dans son rapport de 2024 sur les régulateurs nationaux des médias, se questionnait sur l'indépendance du Conseil national grec pour la radio et la télévision, ayant un lien étroit avec le gouvernement. Espagne. Accord entre gouvernement et séparatistes catalans sur la délégation de gestion de l'immigration à la Catalogne. C'est un accord exceptionnel qui remet clairement en cause la répartition des compétences en Espagne et constitue peut-être un pas décisif pour l'indépendance de la Catalogne. Mardi 4 mars, Pedro Sánchez s'est entendu avec le parti de la droite indépendantiste catalane, Junts per Catalunya, le parti de Carles Puigdemont, pour que l'État espagnol procède à un transfert de compétences sur l'immigration à l'autonomie catalane. La compétence de gestion de l'immigration est une compétence exclusive de l'État espagnol. C'est donc un pas en avant vers la fédéralisation du pays. Une concession faite aux indépendantistes catalans qui disposent de 7 députés à la Chambre des députés, mais qui permet au gouvernement espagnol de rester en place. Ce transfert de compétences couvre les zones dites critiques, c'est-à-dire dans les ports et les aéroports, donne à la région catalane le droit de fixer le nombre de travailleurs étrangers qu'elle veut accepter sur son territoire, le droit de délivrer des documents d'identité aux étrangers, des titres de séjour et de résidence, et de procéder aux expulsions pour ceux qui ne peuvent pas justifier de titre de séjour. La région catalane aura aussi une compétence totale sur les centres de rétention administrative. Les Mossos d'Esquadra, la police catalane, pourra être déployée à la frontière avec la police nationale et la Guardia Civil, la police militarisée espagnole, équivalent de notre gendarmerie. Sans surprise, pour le Partido Popular et Vox,
Cet accord est une humiliation totale de l'État espagnol et un démantèlement de l'État. La Catalogne dispose déjà d'un exécutif, d'un parlement, d'une police et d'une langue officielle. À gauche, Podemos s'offusque d'un tel transfert, puisqu'il soupçonne Junts per Catalunya de vouloir être intraitable avec les migrants. Grisés par cette victoire, les indépendantistes annoncent déjà la couleur. Ils souhaitent que le catalan soit reconnu comme langue officielle de l'Union européenne et que l'autonomie puisse lever l'impôt, ce qui serait un pas décisif vers l'indépendance. Aussi, ils souhaitent que Madrid renonce à la dette de la Catalogne. Par une telle concession, Pedro Sánchez s'assure de pouvoir rester au pouvoir, une autorité remise en cause plusieurs fois par les Catalans, qui ne voulaient pas que les promesses faites lors de la formation du gouvernement restent sans suite. Un transfert de compétences qui pourrait aiguiser les volontés indépendantistes d'autres régions et pourrait amener un débat sur la gouvernance espagnole et son découpage administratif lors des prochaines législatives. Estonie, Lettonie et Lituanie, les services secrets alertent sur un cessez-le-feu précipité en Ukraine. Cette semaine, les services secrets d'Estonie, de Lettonie et de Lituanie se sont coordonnés pour rendre leur rapport sur la menace russe. À la frontière extérieure de l'Union européenne, les États baltes sont en première ligne face à la Russie et à la Biélorussie. Les trois pays disposent de minorités russophones que la Russie cherche régulièrement à instrumentaliser. Les services secrets baltes alertent sur la précipitation à vouloir conclure un accord de cessez-le-feu avec la Russie. Ils rappellent qu'un cessez-le-feu n'est que l'arrêt des combats et non la fin de la guerre. Une réelle paix se matérialise par des garanties qui rendent très coûteuse, voire impossible, l'offensive de l'une des deux parties au conflit. Les Lituaniens disent qu'il n'y a pas de raison de paniquer pour le moment, tant que la Russie est concentrée sur l'Ukraine. Mais tout pourrait changer si un simple cessez-le-feu était signé. Depuis 2022, la Russie a accéléré dans la modernisation de son armée et un cessez-le-feu combiné à une levée des sanctions lui donnerait les moyens de poursuivre sa course aux armements jusqu'à potentiellement pouvoir affronter l'OTAN. Il rappelle que la Russie n'a pas respecté le mémorandum de Budapest ni les accords de Minsk 1 et 2. Les trois services secrets alertent sur le fait que la Russie n'ait pas attendu d'affrontement militaire direct pour lancer sa guerre contre l'Occident. Ils constatent une multiplication par 3 des actes de sabotage en 2 ans en Lituanie, par exemple. De plus en plus d'assassinats de dissidents russes par le GRU, le renseignement militaire russe, ont été constatés sur le territoire de l'Union. À cela s'ajoute la tentative de manipulation et de fracturation des opinions publiques nationales. Les services secrets des trois pays alertent sur le fait que la propagande russe prépare déjà l'opinion publique russe à une offensive des États baltes pour retrouver un accès à la mer Baltique. Passons enfin à la rubrique Nos chers voisins. Ukraine, le retrait états-unien se concrétise. Après le clash à la Maison-Blanche, Donald Trump ne désarme pas. Lundi 3 mars, le président états-unien annonce le gel des livraisons d'armes et de munitions promis par son prédécesseur, Joe Biden. Depuis 2022, ce sont 65 milliards de dollars d'aide militaire qui a été transférée à l'Ukraine. La suspension des livraisons poursuit le positionnement pris lors de leur rencontre du 28 février. Donald Trump affirme que l'Ukraine est responsable de la guerre et qu'elle n'a aucune intention de cesser les combats. Le refus de Volodymyr Zelensky sur les minerais aurait vexé Donald Trump. En retirant l'aide militaire à l'Ukraine, Donald Trump pense tordre le bras à l'Ukraine pour la forcer à négocier le cessez-le-feu sans condition. Sauf que depuis le début de l'invasion russe, l'Ukraine a compris qu'elle devait produire elle-même une partie de son équipement. Elle n'a plus la même dépendance vis-à-vis du matériel américain qu'au début du conflit et peut aussi se reposer sur d'autres partenaires. Le clash à la Maison-Blanche a donné une opportunité à l'équipe de Donald Trump, dotée pour une stratégie de fragilisation de Volodymyr Zelensky en le qualifiant d'irresponsable et de va-t-en-guerre. Plusieurs médias ukrainiens, comme le Kyiv Independent, ont confirmé que les leaders d'opposition, Yulia Tymoshenko, pour Batkivchina, qu'on peut traduire par patrie, et l'ancien président
Petro Poroshenko pour Europejska Solidarność, Solidarité européenne, ont été contactés par la Maison-Blanche pour tenter d'organiser l'après-cessez-le-feu et des élections. La réalité est un peu plus compliquée puisque personne dans l'opposition n'aura moins d'exigences que Volodymyr Zelensky et que les partis pro-russes comme le Parti communiste ou la plateforme d'opposition pour la vie ont été interdits peu de temps après le début de l'invasion, soupçonnés d'intelligence avec l'ennemi. Malgré tout, Volodymyr Zelensky continue de tendre la main à Donald Trump. Donald Trump a révélé que le président ukrainien lui avait adressé une lettre pour faire amende honorable, une lettre considérée par le président américain comme des excuses. Volodymyr Zelensky demande un dialogue respectueux et une coopération constructive. Plus inquiétant, mercredi 5 mars, le Pentagone a annoncé la fin de la transmission de renseignements à l'Ukraine. C'est là un peu plus concret pour l'Ukraine. L'aide au renseignement permet de cibler plus précisément les objectifs avec de l'artillerie et des drones. Aussi, cela permet l'interception de nombreux bombardements. La suspension a été confirmée par le ministre de la Défense français, Sébastien Lecornu, dès l'après-midi. Cette menace pourrait-elle toucher le guidage des Patriotes et d'HIMARS? Aussi, est-ce que Starlink sera toujours opérationnel? C'est évidemment un coup de pression massif sur l'Ukraine, et la Russie ne se prive pas de profiter de ce brouillard pour pilonner le Donbass, Kharkiv et visant même Odessa. Pour compenser, l'Ukraine cherche des solutions alternatives et est entrée en contact avec Eutelsat pour son système OneWeb. Pitex7 avait aussi annoncé la suspension des opérations cyber, une annonce démentie par un fonctionnaire. Serbie, échauffourée au Parlement et grève générale. Mardi 4 mars, jour d'ouverture de la session de printemps de l'Assemblée nationale serbe, le Premier ministre démissionnaire, Miloš Vučević, devait formaliser son départ et l'Assemblée devait aborder une réforme des droits d'inscription à l'université, une des principales revendications des manifestants. C'est ce jour-là où l'opposition a décidé de secouer le Parlement en y brandissant des banderoles avec les slogans «Vos mains sont ensanglantées et vous devez répondre aux demandes des étudiants», référence à l'effondrement du toit de la gare de Novi Sad et à la grève étudiante qui a cours depuis des mois. Un autre slogan était «La Serbie se lève pour que le régime tombe». S'en sont suivis des échauffourées donnant lieu à des lancers de fumigènes et de gaz lacrymogènes. La session a pu reprendre normalement après une suspension de séance, malgré l'évacuation de plusieurs députés blessés. En dehors du Parlement, le mouvement de grève s'est poursuivi vendredi 7 mars. L'appel à la grève générale demandait le boycott des transports publics, des cafés et des restaurants. Les revendications ne changent pas. Une plus grande transparence sur l'incident de Novi Sad, le respect de l'état de droit et une université plus accessible financièrement. De plus en plus, les étudiants appellent à la désobéissance civile et leur marche à travers tout le pays semble réussir à agréger des soutiens. Mais Amnesty International alerte sur le fait que la Serbie est en train de devenir, je cite, une prison numérique, puisque le gouvernement généralise la surveillance des téléphones avec des logiciels espions. Bosnie-Herzégovine, Milorad Dodik va au clash avec les autorités fédérales. Je vous en parlais la semaine dernière. Suite à sa condamnation par le tribunal constitutionnel bosnien, le président de la Republika Srpska, Milorad Dodik, s'est lancé dans un bras de fer à l'égard des autorités bosniennes. Chose promise, chose due, mercredi 5 mars, le Parlement des Serbes de Bosnie a voté les lois interdisant les autorités bosniennes, notamment la police et la justice fédérale, d'officier sur le territoire de la Republika Srpska. Même son vice-président, Chamil Duraković, a qualifié cette décision de coup d'État. Milorad Dodik veut emmener tous les Serbes de Bosnie dans son entreprise et a même appelé les Serbes de Bosnie qui travaillent pour les autorités fédérales à démissionner. Une demande pas vraiment suivie qui semble montrer que Milorad Dodik se lance dans une aventure en solitaire. Beaucoup de ses soutiens se sont désolidarisés, craignant d'éventuelles répercussions pour la région serbe de Bosnie. Les États-Unis et l'Union européenne ont condamné la manœuvre entreprise par Milorad Dodik.
La force de maintien de la paix européenne, le FOR, a annoncé un renforcement temporaire de troupes pour éviter tout affrontement interethnique. Voilà, c'est ainsi que s'achève la 10e semaine européenne de 2025. Merci pour votre écoute. Si vous avez apprécié cet épisode, abonnez-vous sur votre plateforme préférée, que ce soit Spotify, Deezer, Apple Podcast, Amazon Music, YouTube ou YouTube Music. Et n'oubliez pas d'y laisser votre avis, que ce soit en nombre d'étoiles ou en like. Pour ne rien rater des publications du podcast, suivez Europe Hebdo sur Facebook, Instagram et LinkedIn et n'hésitez pas à liker, commenter et partager les publications pour en augmenter la visibilité. Si vous avez une remarque, une question ou une suggestion à faire pour le podcast, n'hésitez pas à vous inviter dans mes messages privés, je me ferai un plaisir de vous répondre. Et si vous voulez dévorer le nouvel épisode du podcast dès sa sortie, abonnez-vous pour recevoir la newsletter du podcast. Le lien est à retrouver en description de cet épisode. Je vous donne rendez-vous lundi prochain, 17h30, sur Europe Hebdo.